À la fin, cette bergère, une chanson composée par Antoine Boisset au XVIIe siècle et chantée par le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre, une chanson que peut-être Louis XIV et l'infante d'Espagne, quand ils se sont mariés, ont entendue, quand ils se sont mariés à Saint-Jean-de-Luz, un mariage quand même qui était très important, très fastueux, très fastueux, vous le dites, et alors surtout escortés par les mousquetaires du roi, avec à leur tête D'Artagnan. Avec D'Artagnan, bien sûr, à leur tête. Et puis, donc, ce voyage dans les pays du Midi, en Provence, en Languedoc, de la cour, a été un moment exceptionnel dans l'histoire du règne, où le roi visite ses provinces, et puis fait étalage de son face. La monarchie a besoin de se montrer, et le roi a besoin de se montrer. Le roi est jeune, il a une vingtaine d'années. On a quitté cette période sombre de la Fronde, ces combats. La France est en paix, c'est la paix des Pyrénées, en paix avec l'Espagne. Et vraiment, donc, c'est une période nouvelle et heureuse qui s'ouvre. Et D'Artagnan est aux côtés du roi. Il redécouvre encore la Gascogne, puisque la cour se rend. Il l'a pas vu depuis 30 ans. Voilà. Et alors, là, vous dites que c'est évidemment une étape très importante dans l'origine de la fortune de D'Artagnan, parce que au fond, il est à proximité de ce jeune roi, même si ce jeune roi n'exerce pas encore le pouvoir. Mazarin, plus pour très longtemps d'ailleurs, est encore vivant, c'est lui qui gouverne véritablement, mais là vraiment il est à proximité, il a le pouvoir à portée de main. Voilà, il y a une intimité qui se crée entre Louis XIV et son sous-lieutenant des mousquetaires, qui exerce en réalité le commandement, puisque le capitaine lieutenant des mousquetaires, c'est le duc de Nevers, Philippe de Nevers, qui est un jeune homme qui passe son temps à s'amuser, c'est le neveu de Mazarin, et la réalité du commandement appartient donc à D'Artagnan. Alors, Louis XIV, comme Louis XIII, aime beaucoup ses mousquetaires, il commande les manœuvres dans la cour du Louvre, et donc à leur tête, eh bien, il y a ce D'Artagnan. Donc il y a une confiance qui s'établit entre eux et qui va jouer un rôle très important dans la suite. Oui, alors la suite, c'est la mort de Mazarin, quelques mois après le mariage justement de Louis XIV, et un Louis XIV qui en 1661 prend réellement le pouvoir. Mazarin étant mort, il y a une querelle, bien sûr, entre les deux qui prétendent à sa succession. Il y a Colbert et il y a le surintendant du roi qui est Fouquet, qui épate le roi d'ailleurs par les fastes de sa vie. Et c'est Louis XIV qui va trancher en confiant justement à D'Artagnan la première et une des plus dangereuses décisions de son règne. C'était le 4 septembre 1661. Monsieur D'Artagnan, la mission que je vais vous confier devra être tenue secrète jusqu'à ce que vous l'ayez menée à son terme. Ensuite, au contraire, je souhaite qu'on lui donne le plus d'éclat possible. Arrêtez M. Fouquet quand il sortira du conseil. M. Colbert vous donnera le détail de mes instructions. À vous revoir, M. D'Artagnan. Voici les ordres écrits signés de Sa Majesté. Vous prendrez bien garde de ne point quitter de vue M. Fouquet dès l'instant qu'il sera arrêté, en sorte qu'il ne puisse détourner aucun papier. Le prisonnier devra être transféré à Angers. Vous lirez le reste. Bien, Monsieur l'Intendant, vous pourrez assurer le roi que ces ordres seront ponctuellement exécutés. Et ces ordres, eh bien, ils le seront. C'est D'Artagnan qui, sur ordre du roi, arrête le surintendant Fouquet. Alors, même si l'ordre vient du roi, c'est une mission extrêmement risquée, et pour D'Artagnan, et même pour Louis XIV, il commence à peine à régner véritablement. Oui, cette mission, elle aurait dû incomber au capitaine des gardes du corps du roi, qui était Monsieur de Gesvres, mais Monsieur de Gesvres se trouvait être un client de Fouquet. Et la moitié de la cour, le roi le reconnaîtra, était sous la dépendance de Nicolas Fouquet. L'homme le plus puissant de France. C'était un homme riche, puissant, qui a été frappé au plus haut de sa carrière, il avait construit le fameux château de Vaux-le-Vicomte, il avait acquis des quantités de propriétés en Bretagne, et notamment l'île de Belle-Île, qu'il avait fait fortifier sans l'accord du roi. Et puis, il est frappé, donc, en septembre 1661, le 5 septembre, arrêté par D'Artagnan à Nantes, au château de Nantes. D'ailleurs, au dernier moment, Fouquet manque de s'échapper, parce que probablement il a été averti, et il part par une porte dérobée, et il faut que D'Artagnan s'inquiète, s'affole, court avec une quinzaine de mousquetaires, et le rattrape sur la place de la cathédrale, et lui dit, vous êtes en état d'arrestation. Fouquet joue les étonnés en disant, je croyais être le mieux du monde
monte dans l'esprit du roi. En fait, le roi s'en débarrasse parce que c'était un personnage devenu tellement puissant qu'il lui faisait de l'ombre. Louis XIV est bien décidé à gouverner seul, il n'y aura pas de Premier ministre. C'est vraiment le roi absolu. Et dans ce cas, Fouquet pouvait pas rester. On dit aussi qu'il y avait des jalousies. Cela dit, D'Artagnan, cette mission, il la remplit si bien qu'il va rester 3 ans à garder Fouquet. Au fond, il est un peu le geôlier de Fouquet. Il est le geôlier de Fouquet. Il va le garder jusqu'à ce que Fouquet soit mis au fort de Pignerol, où il finira ses jours beaucoup plus tard. Mais c'est vraiment un peu un rôle de flic que lui fait jouer Louis XIV. D'ailleurs, il va également le charger d'arrêter un autre grand de l'époque, qui était le marquis de Lauzun. Voilà, c'est un rôle de confiance, en effet, et bon, ça n'a pas été très gai pour D'Artagnan. Il a été en fait geôlier à Angers, à Amboise, à Vincennes, au château de Moret, à la Bastide de Nicolas Fouquet. Il a conduit Fouquet à Pignerol, et puis il va conduire quelques années plus tard le comte de Lauzun à Pignerol, à nouveau à Pignerol. Mais ce sont des missions de confiance. C'était le seul homme en qui le roi pouvait mettre cette confiance. C'est pas le D'Artagnan qu'on imagine quand on lit Dumas, de même que par exemple, vous le dites aussi, Jean-Christian Petit-Fils, il va écraser brutalement une révolte dans le Vivarais. Oui, et en 1670, en effet, il est à la tête de ses mousquetaires, il part parce qu'il y a une révolte, une émotion populaire, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un soulèvement mené par un petit seigneur Antoine de Roure, petit seigneur de la région du Vivarais, et la répression est implacable. Elle n'a pas été entièrement commandée par D'Artagnan, c'était surtout le maréchal de Caen, Lebray, qui a décidé de la destruction des villages. Un vrai massacre. Et on descendait les cloches, oui, bien sûr, on massacrait les coupables. Alors cela dit, il devient un personnage considérable à la cour, beaucoup plus qu'on ne peut le croire en lisant Dumas, avec des titres ronflants. Alors il est nommé maréchal de Caen par Louis XIV, mais aussi, ça m'a fait mourir de rire en vous lisant, capitaine concierge de la volière du roi et capitaine des petits chiens du roi courant le chevreuil. Oui, c'était alors, sérieux, il n'a pas gardé ça très longtemps ses charges. Il a vendu la volière au bout de quelques années, et puis au bout d'un an ou deux, mais pour acquérir une autre charge. Et puis les petits chiens courant le chevreuil, il les a gardés 3 semaines. Mais enfin, il n'empêche que c'est amusant dans ses états de service de voir ces titres-là. Il a été aussi brigadier d'infanterie. Très courageux. On le voit dans beaucoup des batailles de Louis XIV, parce que ce règne était marqué par de nombreuses batailles. Il était aussi courageux que le dit Dumas. Et alors, il avait aussi très mauvais caractère, vous le rappelez. Oui, courageux, des qualités de cœur, un homme d'une grande humanité. Ça transparaît à travers les écrits de Madame de Sévigné, de la Grande Mademoiselle, du mousquetaire Carré d'Aligny, qui nous a laissé aussi des mémoires, et il nous parle de D'Artagnan, du vrai D'Artagnan. Mais aussi, c'est un homme, autoritaire, entier, raide, susceptible, vaniteux. Il y a une phrase qui est assez merveilleuse, qui est au moment d'une dispute avec l'un des subordonnés, quand il sera gouverneur de Lille, il écrit à Louvois: « Je suis persuadé, monseigneur, que le roi serait fâché contre moi si je souffrais qu'un petit ingénieur de 2 jours méprisât le caractère que Sa Majesté m'a fait l'honneur de me donner ici. » Sire, il ne me sera pas donné de plus belle occasion de déclarer à votre Majesté que Monsieur de la Béronnière, Bercantière, lieutenant du roi, prétend se dispenser de venir à l'ordre. J'espère que le roi n'approuve pas le procédé de Monsieur de la Bercantière. Il est doux de mourir pour votre Majesté. Mais il est inacceptable qu'un lieutenant du roi ait pu passer 2 jours dans une citadelle sans envoyer prendre l'ordre de celui qui la commande. Monsieur, je vous ai laissé parler afin de voir jusqu'où peut aller votre audace. Qu'elle vous mène en Flandre. Je vous fais gouverneur de la ville de Lille. Faites-moi souvenir de votre nom. Charles de Batz, capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires. Peut-être plus connu sous le nom de D'Artagnan. En fait, à cette époque, Louis XIV connaissait parfaitement bien le nom de D'Artagnan, Jean-Christian Petit-Fils, oui, puisqu'il le nomme gouverneur de Lille. Là, ça, c'était la plus haute fonction qu'on lui ait confiée. En 1667, c'était pas n'importe quoi, c'était très important. Ah non, c'était une grande cité de 50 000 habitants à cette époque-là, et c'est une des très grandes villes de France, et qui joue un rôle stratégique très important. Et pendant la guerre de Hollande, donc, D'Artagnan va occuper ce poste. Et il y a
il va y avoir des difficultés parce que le gouverneur de la citadelle, c'est Vauban. Et Vauban a autour de lui des ingénieurs, un adjoint qui s'appelle Monsieur de la Vercantière, mais que D'Artagnan appelle Monsieur de la Bergentière, comme en transformant le V en B selon la bonne habitude des Gascons de l'époque. Et on a des lettres où on voit Monsieur de la Bergentière, Monsieur de la Bergentière. Donc c'est vrai, ce qu'on vient d'entendre. Tout à fait exact. Et alors donc, il y a des tensions, y compris avec Vauban, parce que Vauban menace de démissionner. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce furieux qui pose des jurons? On a même une lettre de Vauban, Monsieur d'Artagnan a proféré des paroles vaines, vagues, injurieuses, très peu décentes pour un homme de condition. Alors ce D'Artagnan aussi, il se bat, il se bat. On le voit dans toutes les batailles importantes des guerres de Louis XIV, et notamment celle qui sera la dernière lorsqu'on l'envoie devant la ville de Maastricht. Elle est plus connue pour un traité qui a été signé il y a quelques années que pour être le lieu où est mort D'Artagnan. Ça, c'était pendant une guerre contre les Hollandais. Voilà, c'est la guerre de Hollande. Il meurt le 25 juin 1673. Il meurt héroïquement parce qu'il y a une erreur qui avait été commise par un autre officier général. Il n'était pas de jour, c'est-à-dire de service, comme on disait à l'époque, il n'était pas de jour à ce moment-là. Et voyant une contre-offensive menée par les assiégés, les Hollandais, pour reprendre une demi-lune, D'Artagnan décide d'aller rechercher des mousquetaires au camp de base. Et avec une demi-lune, c'est quoi? Une demi-lune, c'est un ouvrage fortifié, et il décide donc d'attaquer. Et il faut passer, il y a un étroit passage avec une palissade de bois qui permet seulement à un homme de passer, et il fonce sur cette demi-lune. Il est accompagné de John Churchill, le futur duc de Marlborough, qui est à ce moment-là dans les troupes françaises, qui est l'ancêtre de Churchill et qui est le fameux Malbrook. Ouais. Et là, D'Artagnan recevra une balle de mousquet dans la gorge, disent certains, au front, disent d'autres. En tout cas, il meurt, et 4 mousquetaires de la compagnie, aimant tellement leur capitaine, iront se faire tuer pour rechercher son corps, qui était très en avant dans les lignes hollandaises. Et Louis XIV vient à son chevet, en quelque sorte. Enfin, il le voit, et il fait une messe, dites-vous, pour lui. C'est dire à quel point, quand même, il comptait à la cour, D'Artagnan. Il l'aimait beaucoup, et sans doute ne l'a-t-il pas suffisamment récompensé, je pense, mais D'Artagnan peut-être aussi aimait bien rester à la tête de ses mousquetaires, et donc il y avait vraiment des rapports très étroits entre eux. On retrouve aussi dans Saint-Simon, dans les mémoires de Saint-Simon, la fortune, la gloire acquise par ce D'Artagnan. Saint-Simon en parle, alors que bien sûr D'Artagnan est mort depuis très longtemps. Et puis surtout qu'on l'a oublié. Il faudra vraiment, je sais pas pourquoi Dumas en a fait un personnage de roman, parce que, à vous dire, c'est vraiment, sa vie était un vrai roman à D'Artagnan, Jean-Christian Petit-Fils. Sa vie est un roman, oui, absolument, mais c'est un roman un peu différent de celui de ce bretteur bondissant, représentant de l'aristocratie difficile à contrôler. Il est au contraire un homme du roi, il est au service du roi, au service de l'État et de sa grandeur. Merci Jean-Christian Petit-Fils. Pour en savoir plus, je recommande votre livre, Le véritable D'Artagnan, publié aux éditions Talendier. À lire également Sur les traces de D'Artagnan de Dominique Lebrun et Richard Noury, un livre de photos aux éditions Privat. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Les Trois Mousquetaires de Bernard Borderie, Mazarin de Pierre Cardinal, La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2, et enfin Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry chez René Château Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Alain Stam, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. C'était une émission du 17 janvier 2007. Demain 11 novembre, dans 2000 ans d'histoire, l'offensive Nivelle et des mutineries de 1917.